File mendiante, danse avec le fils paralysé du millionnaire et l'impossible se produit. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres ornées de l'École internationale Saint-Germain, l'une des institutions les plus prestigieuses de Paris. Dans les couloirs de marbre au plafond sculpté résonnaient les éclats de rire et les conversations animées des élèves issus des familles les plus fortunées de France. Pourtant, au milieu de cette opulence, Hugo Delacroix, 15 ans, glissait silencieusement dans sa chaise roulante, invisible aux yeux de ses camarades. Ses cheveux châtains retombaient devant ses yeux verts, masquant une tristesse profonde qu'il avait appris à dissimuler depuis l'accident qui avait changé sa vie 3 ans auparavant. Les médecins avaient été catégoriques. Plus jamais il ne marcherait. Ses jambes, autrefois si agiles sur les terrains de football, étaient désormais inertes, condamnées au silence. « Regarde-moi ça, le petit prince en chaise roulante !» ricana Maxime Rousseau, le fils d'un magnate de l'immobilier, en bloquant délibérément le passage d'Hugo dans le couloir. « Ton papa millionnaire ne peut pas t'acheter des jambes qui fonctionnent, hein ?» Les rires cruels de ses complices résonnèrent comme des coups de poignard dans le cœur d'Hugo. Il serra les poings sur les accoudoirs de sa chaise, ravalant les larmes qui menaçaient de couler. Depuis l'accident, il était devenu la cible privilégiée des moqueries, un fantôme parmi les vivants. « Laissez-moi passer », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu vas faire? Me courir après ?» Maxime poussa brutalement la chaise d'Hugo qui manqua de basculer. Les livres s'éparpillèrent sur le sol de marbre, et avec eux les derniers vestiges de dignité qu'Hugo tentait de préserver. C'est à cet instant précis qu'une silhouette inattendue surgit dans le couloir. Bianca Rodriguez, 11 ans, aux cheveux noirs ébouriffés et aux vêtements usés, se faufila par une fenêtre entr'ouverte du rez-de-chaussée. Sa robe déchirée aux manches et ses chaussures trouées contrastaient violemment avec l'environnement luxueux de l'école. Elle n'était pas là par hasard. Depuis des semaines, elle observait cette école de l'extérieur, l'estomac torturé par la faim, rêvant de la cantine où les enfants fortunés jetaient la moitié de leur repas. Aujourd'hui, désespérée après 3 jours sans manger, elle avait pris le risque de s'introduire dans le bâtiment. Mais en voyant Hugo humilié au sol, ramassant péniblement ses affaires sous les colibets, quelque chose s'embrasa en elle. Cette injustice lui rappelait trop douloureusement sa propre condition de paria, de celle qu'on rejette et qu'on méprise. « Hé, vous !» cria-t-elle en s'avançant vers Maxime, ses yeux noirs brillant de détermination. « Ça vous amuse de vous attaquer à quelqu'un qui ne peut pas se défendre ?» Le groupe de garçons se retourna, stupéfait. Jamais une fille de cet âge, encore moins une inconnue visiblement pauvre, n'avait osé les affronter dans leur propre territoire. « Qui est cette clocharde ?» ricana Maxime, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. « Comment elle est entrée ici ? Peu importe qui je suis, » répliqua Bianca en aidant Hugo à récupérer ses livres. « Ce qui compte, c'est que vous êtes des lâches. À plusieurs contre un garçon en chaise roulante, vraiment très courageux. » Hugo leva les yeux vers cette fille mystérieuse qui prenait sa défense. Personne, absolument personne, ne l'avait fait depuis des mois. Il fut frappé par la fierté qui émanait d'elle, malgré ses vêtements rapiécés, par cette lumière sauvage dans son regard qui contrastait avec l'indifférence blasée de ses camarades de classe. « Merci », murmura-t-il, leurs regards se croisant pour la première fois. Dans cet échange silencieux, une connexion inexplicable s'établit, comme si 2 âmes blessées se reconnaissaient instinctivement. « Tu n'as rien à faire ici, sale gamine !» cracha Maxime, mais l'arrivée d'un surveillant mit fin à l'altercation. Les garçons s'éparpillèrent rapidement, laissant Hugo et Bianca seuls dans le couloir désormais silencieux. « Je m'appelle Bianca », dit-elle simplement en l'aidant à remettre ses livres dans son sac. « Et toi, Hugo ?» Hugo Delacroix. Il hésita un instant. « Pourquoi tu as fait ça? Tu ne me connais même pas. »« Parce que moi aussi, je sais ce que c'est d'être invisible, » répondit-elle avec une sagesse qui dépassait ses 11 ans. « Et parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. » Les jours qui suivirent marquèrent le début d'une amitié aussi improbable qu'extraordinaire. Bianca trouvait toujours un moyen de s'introduire dans l'école, évitant habilement les surveillants pour retrouver Hugo pendant les pauses.
Ils se donnaient rendez-vous dans un petit bosquet abandonné derrière l'établissement, un endroit secret où les jardiniers avaient cessé d'entretenir les parterres depuis des années. C'était leur refuge, leur monde à eux où les différences sociales s'effaçaient. Sous les branches entremêlées des vieux chênes, Hugo découvrait une facette de la vie qu'il n'avait jamais connue, l'authenticité brute de quelqu'un qui n'avait rien, mais donnait tout. « Tu sais danser ?» lui demanda Bianca un après-midi d'octobre, alors qu'ils partageaient un sandwich que Hugo avait discrètement pris à la cantine. « Avant l'accident, oui, avoua-t-il, une nostalgie douloureuse voilant son regard. Mes parents m'avaient inscrit à des cours de danse classique et moderne. J'aimais ça, mais maintenant, rien n'a changé, l'interrompit Bianca avec cette détermination qui la caractérisait. On peut danser autrement. Elle se leva et tendit les mains vers lui. Fais-moi confiance. Hugo hésita. Depuis l'accident, il avait tout abandonné. Le sport, la musique et surtout la danse qui lui rappelait trop cruellement ce qu'il avait perdu. Mais quelque chose dans les yeux de Bianca, cette lumière pure et obstinée, l'encouragea à saisir ses mains. Elle commença à bouger lentement, ses pieds nus effleurant l'herbe humide. Puis, avec une grâce innée qui défiait sa condition précaire, elle entama une danse libre, improvisée, tenant toujours les mains d'Hugo. Il se laissa porter par le mouvement, faisant rouler sa chaise en rythme, redécouvrant peu à peu le plaisir du mouvement partagé. « Tu vois ?» souffla Bianca, essoufflée mais radieuse. « Tu danses encore, différemment, mais tu danses. » C'est à ce moment-là qu'Hugo ressentit quelque chose d'extraordinaire, une sensation étrange dans ses jambes, comme un fourmillement qu'il n'avait plus éprouvé depuis l'accident. Il n'osa pas en parler, de peur que ce soit son imagination, mais quelque chose s'éveillait en lui. Les semaines passèrent et leur rituel de danse devint quotidien. Bianca lui apprit des mouvements qu'elle inventait, mélangeant des influences gitanes, héritées de sa grand-mère, et des techniques qu'elle observait dans la rue. Hugo, de son côté, partagea avec elle les bases de la danse classique qu'il n'avait pas oubliées. Un jour de novembre particulièrement froid, alors qu'ils dansaient dans leur bosquet secret, l'impossible se produisit. Au milieu d'un mouvement, Hugo sentit ses muscles se contracter. Instinctivement, il poussa sur les accoudoirs de sa chaise et, sous le regard ébahi de Bianca, il se mit debout. « Hugo !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu te lèves !» Il vacilla, ses jambes tremblant sous son poids après 3 années d'immobilité, mais il tenait debout. Pendant quelques secondes magiques, il dansa véritablement avec Bianca, leur corps s'harmonisant dans un ballet improvisé qui défiait toutes les lois médicales. Puis ses forces l'abandonnèrent et il retomba dans sa chaise, haletant mais euphonique. « Comment c'est possible ?» murmura-t-il, incrédule. « Je ne sais pas. » répondit Bianca en essuyant ses larmes. « Mais je savais que tu en étais capable. Je l'ai toujours su. » Cette première résurrection momentanée marqua un tournant dans leur relation. Hugo commença à ressentir régulièrement des sensations dans ses jambes, et lors de leurs séances de danse, il parvenait de plus en plus souvent à se tenir debout quelques instants. Mais leur secret ne resta pas longtemps caché. Un soir, Arthur Delacroix, le père d'Hugo, rentrant plus tôt que prévu de son bureau d'architecte renommé, aperçut par la fenêtre de la bibliothèque une scène qui le figea sur place. Son fils, qu'il croyait à jamais condamné à sa chaise roulante, dansait debout avec une jeune fille aux vêtements usés. Les larmes lui montèrent aux yeux. Depuis l'accident, il avait vu son fils s'éteindre peu à peu, devenir l'ombre de l'enfant joyeux qu'il avait été. Et voilà qu'une inconnue avait réussi ce que les meilleurs médecins et psychologues de Paris n'avaient pu accomplir. Redonner espoir à Hugo. Cette nuit-là, Arthur ne put fermer l'œil. Il repensa à toutes ces années où il avait cherché désespérément un moyen d'aider son fils, multipliant les consultations, les thérapies, sans jamais voir le moindre progrès. Et cette petite fille, apparue de nulle part, avait brisé en quelques semaines les chaînes invisibles qui entravaient Hugo. Mais Arthur portait un secret encore plus lourd. Hugo n'était pas son fils biologique. Rebecca, sa femme, avait eu une liaison pendant leur mariage, et quand elle était tombée enceinte, elle avait choisi de garder le silence sur l'identité du véritable père.
Arthur avait découvert la vérité par hasard, quelques mois après l'accident, en tombant sur d'anciens courriers. Mais il avait décidé de ne jamais rien dire. Hugo était son fils par le cœur, peu importait le sang qui coulait dans ses veines. Cependant, cette révélation l'avait profondément marqué. Il s'était demandé si l'absence de lien génétique expliquait pourquoi il n'arrivait pas à vraiment aider Hugo. Voir son fils retrouver espoir grâce à cette mystérieuse Bianca lui prouvait que l'amour véritable transcendait toute considération biologique. L'hiver s'installait doucement sur Paris quand Arthur décida de rencontrer officiellement Bianca. Il avait discrètement enquêté sur elle et découvert sa situation. Une enfant des rues qui survivait en mendiant, vivant dans un squat du 19e arrondissement avec sa grand-mère malade. Un samedi matin, il se rendit dans le bosquet où il savait trouver les deux adolescents. Quand il apparut entre les arbres dépouillés, Hugo sursauta, pris en flagrant délit. Il était debout, tenant Bianca dans ses bras, leur visage illuminé par une joie pure. « Papa !» balbutia Hugo en retombant précipitamment dans sa chaise. « Je peux t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, mon fils, » dit Arthur avec émotion. « Je sais déjà tout. » Il s'approcha de Bianca, qui le regardait avec méfiance, prête à fuir si nécessaire. « Tu es Bianca, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, dénuée de tout jugement. « Je voulais te remercier. Tu as redonné la vie à mon fils. »« Je n'ai rien fait de spécial, » murmura-t-elle, déstabilisée par cette gentillesse inattendue. « Si, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as cru en lui quand personne d'autre n'y croyait, pas même moi. » Arthur s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Est-ce que tu accepterais de venir vivre chez nous ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Hugo n'en revenait pas. Son père, si strict et conventionnel, proposait d'accueillir une enfant des rues dans leur hôtel particulier du 7e arrondissement. « Pourquoi ?» demanda Bianca, ses yeux noirs, scrutant le visage d'Arthur à la recherche d'un piège. « Parce que tu fais partie de la famille maintenant. Hugo a besoin de toi, et je pense que toi aussi tu as besoin de nous. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Bianca. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture, 4 ans auparavant, personne ne lui avait proposé un véritable foyer. L'installation de Bianca chez les Delacroix ne fut pas sans heurts. Rebecca, la mère d'Hugo, eut du mal à accepter cette intrusion dans leur vie ordonnée. Elle voyait d'un mauvais œil cet enfant sauvage qui bouleversait leurs habitudes et surtout qui révélait chez son fils des capacités qu'elle-même n'avait jamais su éveiller. Mais les progrès d'Hugo étaient indéniables. Chaque jour, il parvenait à rester debout un peu plus longtemps. Chaque semaine, il faisait quelques pas de plus. Les médecins, convoqués en urgence, n'arrivaient pas à expliquer ce rétablissement miraculeux. Les examens ne révélaient aucune amélioration neurologique significative, et pourtant, Hugo retrouvait progressivement l'usage de ses jambes. C'est psychosomatique, expliqua le docteur Moreau, le neurologue qui suivait Hugo depuis l'accident. Le traumatisme avait créé un blocage mental qui empêchait la récupération. Cette jeune fille a visiblement réussi à lever ce blocage. Mais Arthur soupçonnait quelque chose de plus profond. Un soir de décembre, alors que Hugo parvenait à marcher seul sur une dizaine de mètres dans le salon, il décida qu'il était temps de révéler la vérité. « Hugo, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » commença-t-il quand ils furent seuls dans son bureau. « Si c'est à propos de Bianca, papa, je sais que vous ne vous entendez pas avec maman, mais... » « Non, ce n'est pas ça. » Arthur prit une profonde inspiration. « C'est à propos de ton identité, de qui tu es vraiment. » Il lui raconta tout, la liaison de Rebecca, la découverte tardive de la vérité, son choix de garder le secret pour préserver la famille. Hugo l'écouta sans l'interrompre, son visage passant par toutes les émotions. Surprise, douleur, colère, puis finalement une forme de compréhension apaisée. « Tu n'es pas mon père biologique, » résuma Hugo quand Arthur eut terminé, « mais tu es mon vrai père. Celui qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui a cru en moi. » « Exactement, » murmura Arthur, ému par la maturité de son fils. « Et comme toi avec Bianca, j'ai appris que la famille, ce ne sont pas toujours les liens du sang, ce sont les liens du cœur. » Cette révélation, loin de briser Hugo, l'affermit dans sa détermination.
Il comprit que son identité ne dépendait pas de ses origines génétiques ou de son handicap, mais de ses choix et de ses relations. Comme Bianca l'avait sauvé par sa seule présence et sa foi inébranlable en lui, il pouvait lui aussi choisir qui il voulait être. Le miracle final eut lieu lors du réveillon de Noël. La famille avait organisé une petite fête intime dans le salon avec quelques proches amis. Bianca, magnifique dans une robe rouge qu'Arthur lui avait offerte, rayonnait de bonheur. Pour la première fois depuis des années, elle passait Noël dans une vraie famille. Quand la musique se mit à jouer, Hugo se leva de sa chaise, sans aide. Sous les regards émerveillés de l'assemblée, il traversa le salon, d'un pas encore hésitant mais déterminé, et tendit la main à Bianca. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle ?» dit-il avec un sourire qui illumina toute la pièce. Ils dansèrent comme ils n'avaient jamais dansé, Hugo debout sur ses deux jambes, Bianca rayonnante dans ses bras. Leur ballet improvisé racontait leur histoire, la solitude, la rencontre, l'espoir, la transformation. Autour d'eux, les invités pleuraient d'émotion devant ce spectacle qui défiait toute logique médicale. Mais le plus beau était à venir. Quelques mois plus tard, lors d'une consultation de contrôle, les examens révélèrent que Hugo avait recouvré 90% de sa mobilité. Les médecins parlèrent de guérison spontanée, de plasticité neuronale exceptionnelle, mais Hugo et Bianca savaient la vérité. L'amour et la foi avaient accompli ce que la science ne pouvait expliquer. Hugo reprit progressivement une vie normale. Il retourna au lycée la tête haute, plus personne n'osant le harceler. Bianca, brillante élève malgré ses années de déscolarisation, rattrapa rapidement son retard et intégra l'école Saint-Germain comme boursière. Arthur adopta officiellement Bianca, qui devint Bianca Delacroix. Rebecca, touchée malgré elle par la transformation de sa famille, finit par accepter pleinement cette nouvelle fille qu'elle n'avait pas choisie, mais qui avait sauvé son fils. Quant au mystère des origines d'Hugo, ils décidèrent de ne pas chercher à identifier son père biologique. Peu importait, Arthur était et resterait son père, et cette famille recomposée par l'amour était plus solide que tous les liens du sang. 5 ans plus tard, lors de leur bal de fin d'études, Hugo et Bianca dansèrent à nouveau ensemble. Lui, devenu un jeune homme accompli qui rêvait d'étudier la médecine pour aider d'autres enfants handicapés. Elle, jeune femme rayonnante qui voulait devenir assistante sociale pour sauver d'autres enfants perdus comme elle l'avait été. Leur histoire avait commencé par une rencontre improbable entre deux solitudes. Elles s'épanouissaient maintenant en un amour profond qui avait transformé non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Car parfois, il suffit d'une main tendue, d'une danse partagée et d'un cœur qui refuse d'abandonner pour que l'impossible devienne réalité. Cette histoire vous a touché? Elle prouve que les miracles existent quand l'amour et la foi se rencontrent. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a ému. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui réchauffent le cœur et nourrissent l'âme. Partagez en commentaire. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une transformation miraculeuse grâce à l'amour et à l'amitié? Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait redonner espoir à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, créons une communauté où chaque histoire compte et où chaque miracle peut inspirer le suivant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure du cœur.